Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce qui fait couler le plus d'encre ce matin, de photos, de titres en tout genre, ce qui génère le plus de commentaires, eh bien c'est la démission de Zidane du Real Madrid. Et oui, parce que certes, la déflagration du jour en Espagne, c'est que le gouvernement Rajoy est en passe d'être renversé, mais voilà, c'est ainsi, Zidane écrase tout. Il est en une du Parisien qui titre « Il sera sélectionneur », reprenant la prophétie formulée par Didier Deschamps, en une également du Maine Libre, du Dauphiné, de la Dépêche du Midi, la Nouvelle République, l'Est républicain, mais aussi du quotidien sportif espagnol Marca qui titre Gracias avec 2 Z. Gracias por todo, merci pour tout, ajoute le concurrent AS. Il est royal en une de la Provence et l'équipe parle du discours d'un roi. Zidane part en majesté, écrit Vincent Duluc dans son édito. Il a choisi la grande porte parce qu'il a vu l'envers de ce décor royal. Il a vu siffler les flèches, s'insinuer le poison pendant que le stade grondait et que la presse persiflait. Quand est venu le sacre du printemps, conclut l'équipe, il n'avait pas oublié l'hiver. Zidane encensé, Zidane loué, Zidane célébré pour son coup de bluff, écrit Jean-Louis Hervois dans la Charente Libre, assommant médias, supporters, enfants gâtés du Real et tout ce qui compte en dollars sur cette planète foot où l'appât du fric fait loi. Même analyse dans les dernières nouvelles d'Alsace où Didier Rose salue celui qui ne quête pas de chèques et ne se fourvoie pas dans le ressassement du passé, démontant ainsi les jugements hâtifs sur ces footeux vus comme des millionnaires infantiles. Bref, aucune autre nouvelle sur nos chaînes d'infos, résume Michel Chiffre dans l'Opinion. Un homme s'en va et tout est dépeuplé. Mais quel destin désormais pour ce héros, et de suggérer qu'il remplisse d'urgence une mission à son niveau, se joindre par exemple à la rencontre États-Unis-Corée du Nord, Trump, Kim et Zizou. Ça, ce serait une belle affiche. Oui, c'est absurde, mais un peu d'ironie, ça fait pas de mal. Et puis lui aussi a été mis sur un piédestal, mais sans rien demander. C'est Mamoudou Gassama, dont Libération tire le portrait ce matin. Oui, le sans-papier sauveteur d'enfants, héroïsé par les Français, naturalisé par Macron et bombardé pompier. Il ne l'a pas choisi, écrit Quentin Girard, mais il est l'homme du moment. Son corps ne lui appartient plus. Il est propriété médiatique d'une nation en quête de héros à mythifier. Et Libération de raconter les motards de Yann Barthès qui ont manqué de se battre avec ceux de Cyril Hanouna pour qu'il aille d'abord dans Quotidien plutôt qu'à Touche pas à mon poste. De même, je l'ai vu. Catherine Barma, grand Manitou de l'émission On n'est pas couché, qui ne décolère pas que l'entourage de Gassama ait refusé un face-à-face avec Yann Moix et Christine Angot. Mais il n'est pas prêt, explique l'adjointe au maire de Montreuil. On lui demande d'avoir des avis sur la politique d'immigration de Macron, mais ce n'est pas son rôle. Mamoudou, lui, est fatigué. Il répond par oui, par non. Il se méfie, écrit Quentin Girard, qui rappelle qu'il en a vu d'autres. Lui qui a traversé la Méditerranée après le Burkina Faso et le Niger, il a connu les geôles libyennes, les coups, les brimades. En l'évoquant, son regard se voile. Voilà un portrait tout en contraste à lire donc dans Libération, et que complète la une de La Croix ce matin sur le défi migratoire de l'Europe. 3 parcours de migrants à lire. Celui de Diomandé, 24 ans, parti de Côte d'Ivoire, mais qui a fini par rebrousser chemin après avoir passé des semaines enfermé à Tripoli pour être vendu comme esclave. Arash, 33 ans, torturé en Iran. Il a passé 18 mois dans un camp à Lesbos avant d'obtenir le statut de réfugié politique. Enfin, Aminata, ivoirienne de 40 ans, poussée au départ par un mariage forcé. L'époux auquel elle se refusait menaçait de la tuer. Quelle que soit l'issue de sa demande d'asile, elle est déterminée à rester, écrit le journal, auquel elle confie que c'est une question de survie. Portrait à lire donc dans La Croix. Et puis un reportage rare dans Le Figaro, cette fois sur la guerre oubliée au Yémen. Oui, Georges Malbruno décrit un pays éclaté, livré à une myriade de factions armées où l'Arabie Saoudite et l'Iran s'affrontent par relais interposés. Le Yémen n'existe plus. Combien de fois a-t-on entendu cette complainte en une semaine de reportage dans ce pays à côté duquel, dit-il, l'Irak et la Syrie font presque figure de havre de stabilité. 12 000 morts liés directement au conflit, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de cas de choléra, 2 millions d'enfants malnutris, pas d'eau, pas de gaz, l'électricité coupée, mais aussi les djihadistes de Daesh qui sont arrivés à Aden, puis Al-Qaïda, les drapeaux noirs partout, la Croix-Rouge qui a dû partir. Il n'y a plus d'État, c'est le chaos, résume un habitant. Emmanuel Macron organise le 25 juin une conférence internationale pour sauver le Yémen, conclut Georges Malbruno. Il y a effectivement urgence.
Un reportage exceptionnel donc à lire dans le Figaro, dont le supplément du week-end, le Figaro Magazine fête ses 40 ans d'existence. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, écrit Jean Sévilla, qui revient longuement sur ces belles années Figmag. Dans les conseils de rédaction, dit-il, les cendriers étaient pleins, nous fumions et nous buvions sur le zinc du bistrot d'en face. Dès 85, nous demandions en couverture, serons-nous encore français dans 30 ans avec une Marianne voilée d'un tchador? Et en décembre 86, Louis Pauwels mit le feu aux poudres en évoquant le sida mental de la jeunesse, parce que l'esprit Figmag, ce sont aussi ses couvertures, les Français et le travail, le hit parade des tirs au flanc en 86, ou encore dès 79, on n'apprend plus l'histoire à vos enfants. Jean Sévilla qui conclut sur ces mots, c'est le monde qui a changé, pas le Figaro Magazine. Curieux aveu involontaire probablement d'obsolescence. Disons qu'à regarder toutes ces couvertures aux titres plus alarmistes et grincheux les uns que les autres, on peut se demander pourquoi une telle constance dans le pessimisme. Eh bien la réponse est peut-être en partie dans la revue Le Cercle Psy, qui publie une interview très éclairante de Joël de René, ancien directeur de la recherche à l'Institut Pasteur. Il a planché toute sa vie sur les gènes et sur l'ADN et il explique pourquoi nous préférons les mauvaises nouvelles aux bonnes. C'est un phénomène darwinien, dit-il. Notre cerveau est davantage programmé pour la survie que pour le bonheur. On retient donc beaucoup plus d'informations négatives pour pouvoir réagir au cas où elles nous concerneraient, au cas où elles auraient un intérêt par rapport à la prolongation de l'espèce. Et puis, un sociologue de Stanford, Christopher Nash, l'a déjà démontré, dit-il, les opinions positives font passer pour naïfs ou pour bisounours, alors que ceux qui émettent des opinions négatives alarmistes paraissent plus intelligents. Est-ce que paraître, c'est être? Quoi qu'il en soit, en attendant le retour du fin mot de l'info, ça nous donne à méditer pour le week-end. Et c'est dans la revue Le Cercle Psy. Et on embrasse évidemment Raphaël Enthoven qu'on va retrouver lundi. Merci, c'était la revue de presse de Marion Lagardère. Europe 1.